Le sommet pour l'action sur l'IA s'est ouvert ce lundi à Paris, réunissant les figures majeures du domaine. Ces derniers jours, plusieurs annonces sur la place de l'intelligence artificielle en France ont été faites. Mais alors, quelles sont ces annonces et la France peut-elle réellement concurrencer les acteurs majeurs de l'IA? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. Hugo est absent aujourd'hui, donc je prends le relais. C'est le sujet à la une de ces actus du jour. C'est donc ce lundi que s'est ouvert pour 2 jours à Paris le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. L'IA, ça désigne des programmes qui tentent d'imiter certaines fonctions du cerveau humain, comme reconnaître des images, comprendre du texte ou prendre des décisions. L'objectif de ce sommet, coprésidé par la France et l'Inde, c'est de poser les bases d'une régulation en matière d'IA, mais aussi de renforcer la place de la France et de l'Union européenne face aux géants américains et chinois. On revient dessus juste après. Et chose intéressante à noter, c'est que contrairement au sommet mondial sur l'IA, qui a eu lieu l'année dernière à Londres et qui était très axé Big Tech et pays du G7, ce sommet intègre cette fois-ci les pays du Sud global, donc des pays principalement situés en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, pour en faire des partenaires. Plusieurs chefs d'État, mais aussi des dirigeants de grandes entreprises technologiques, des chercheurs et des ONG ont été invités à participer à ce sommet. Parmi eux, le vice-président américain J.D. Vance, le vice-premier ministre chinois Ding Xueqiang, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le premier ministre canadien démissionnaire Justin Trudeau ou encore Sam Altman, le cofondateur d'OpenAI, la maison mère de ChatGPT, et Sundar Pichai, le patron de Google. Je le disais, ce sommet se tiendra donc jusqu'à ce mardi inclus, mais plusieurs annonces concernant l'IA en France ont déjà été faites. Alors, quelles sont-elles? Eh bien, ce dimanche, Emmanuel Macron a annoncé sur France 2 que sur les prochaines années, 109 milliards d'euros allaient être investis dans l'IA pour développer la France dans ce domaine. Cette somme viendra en partie d'investissements faits par les Émirats arabes unis, mais aussi par des grands fonds d'investissement américains et canadiens, ainsi que des entreprises françaises comme les opérateurs télécoms Iliad et Orange, ou encore le groupe d'électronique Thales. À noter au passage que ces investissements étrangers dans des entreprises stratégiques françaises posent un enjeu de souveraineté des données et des algorithmes. Il y a aussi un risque d'influence sur la régulation et d'exploitation des données sensibles par des intérêts de puissance non européenne. La France va donc devoir encadrer ces investissements pour protéger son indépendance technologique. Alors cette somme de 109 milliards d'euros n'a pas été choisie au hasard. D'après Emmanuel Macron, il s'agit d'un montant proportionnellement équivalent, en rapport avec la population, aux 500 milliards de dollars investis par les États-Unis dans le projet Stargate, annoncé en janvier. 500 milliards de dollars, ça correspond à environ 480 milliards d'euros. Maintenant, la question est de savoir si ce raisonnement en proportion est pertinent sur la question d'une telle technologie. Pour le moment, côté américain, avec ses 500 milliards de dollars, les détails de ce projet ne sont pas connus, mais l'objectif principal est de construire des data centers, donc des infrastructures qui regroupent des serveurs et des équipements qui permettent de stocker, traiter et distribuer des données à grande échelle. Avec cette annonce, Emmanuel Macron tente donc lui aussi de montrer que l'ambition française en matière d'IA est comparable à celle des États-Unis. Le président a aussi annoncé que d'ici à 2030, la France allait passer de 40 000 à 100 000 chercheurs en IA formés. À noter que ce jeudi, l'Élysée avait déjà annoncé un accord de partenariat avec les Émirats arabes unis qui vont construire en France un campus dédié à l'intelligence artificielle. Alors sa localisation précise n'a pas encore été définie, mais il devrait comprendre un data center géant. D'après l'Élysée, ce campus, qui devrait être le plus grand d'Europe consacré à l'IA, représente des investissements estimés entre 30 et 50 milliards d'euros. Dans ce cadre-là, il y a une question qui se pose, c'est celle de la fuite des cerveaux. En fait, de nombreux talents français en IA sont attirés par des opportunités plus lucratives et des infrastructures de pointe aux États-Unis ou en Chine par exemple, ce qui menace la souveraineté technologique de la France. En tout cas, l'objectif c'est de développer l'usage de l'IA dans de nombreux domaines, par exemple en matière de santé, comme dans la lutte contre le cancer, ou encore dans le domaine de la sécurité. Là encore, ça pose des questions sur la gestion des données. Mais alors maintenant qu'on a dit ça, la France peut-elle rivaliser avec les leaders de l'IA dans le monde? Aujourd'hui, la France est la 5e puissance mondiale en matière d'IA, selon le Global AI Index, un classement mondial qui mesure la capacité et la préparation des pays à développer, adopter et innover en matière d'intelligence artificielle. Elle se situe derrière les États-Unis, la Chine, Singapour et le Royaume-Uni. Selon Emmanuel Macron, je cite, la France est donc en retard sur les États-Unis et la Chine, d'où ces annonces d'investissement. L'objectif pour la France, c'est de ne pas rester dépendante de ces pays-là en tentant de rattraper son retard financier et en termes d'infrastructures, mais aussi en nouant des partenariats avec d'autres pays. Mais la France a déjà de nombreux atouts en matière d'IA, déjà sa start-up Mistral AI, qui est un concurrent d'OpenAI et qui la semaine dernière a rendu disponible son nouvel outil, le chat. Il s'agit d'un chatbot intelligent, un petit peu comme ChatGPT, qui est désormais téléchargeable sur Android et Apple. À noter que le chat revendique une rapidité 10 fois supérieure à ses concurrents. Cette intelligence artificielle serait capable de traiter 1000 mots par seconde selon son patron. Un autre atout français, selon Emmanuel Macron, c'est son électricité décarbonée, le nucléaire étant la première source de production électrique dans le pays. C'est un point assez majeur quand on sait que l'IA a un impact environnemental préoccupant. En fait, l'IA consomme énormément d'électricité, notamment pour l'entraînement des modèles
artificielle et le fonctionnement des data centers, ce qui entraîne une hausse des émissions de CO2, surtout dans les pays où l'électricité provient de sources fossiles. C'est le cas aux États-Unis où les data centers tournent majoritairement au pétrole et au gaz, ce qui entraîne une empreinte carbone bien plus élevée. Un autre atout pour la France, ce sont les formations d'excellence qu'elle propose, notamment dans la recherche. À noter d'ailleurs que depuis 2018, la France a établi une stratégie pour innover et investir dans l'IA. Concrètement, depuis cette année-là, plus de 2,5 milliards d'euros ont déjà été investis pour développer l'écosystème de l'IA, ce qui a notamment contribué à doubler le nombre de startups spécialisées depuis 2021. 1,5 milliard d'euros de cette enveloppe ont été investis dans la recherche entre 2018 et 2022. En tout cas, en 2017, le président russe Vladimir Poutine disait que celui qui dominera l'intelligence artificielle dominera le monde. À voir si cela se confirmera. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron a appelé à une régulation mondiale du secteur afin d'encadrer ses usages et prévenir les abus. L'Union européenne est d'ailleurs en train de mettre en place l'AI Act, une réglementation progressive qui interdit certaines pratiques jugées à risque, comme la reconnaissance faciale ou la notation sociale, et impose des obligations aux entreprises. Bref, c'est évidemment un sujet complexe qu'on a prévu de traiter beaucoup plus en profondeur dans les prochains jours, notamment dans une interview longue qui sera menée par Hugo sur la chaîne des grands formats. On continue à suivre tout ça. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. À Gaza, le risque de famine est largement écarté grâce au cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. C'est ce qu'a affirmé le chef des opérations humanitaires des Nations Unies ce lundi. Selon lui, cette trêve a permis l'arrivée d'aide humanitaire dans l'enclave, limitant la faim. Il a néanmoins souligné que les conditions restent terribles dans la zone et que la menace pourrait ressurgir rapidement si la trêve prenait fin. En parallèle, 3 otages israéliens ont été libérés ce samedi par le Hamas en échange de 183 prisonniers palestiniens. Il s'agit du 5e échange depuis l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. L'état de santé de ces otages est mauvais selon l'hôpital Sheba dans la ville israélienne de Ramat Gan où ils ont été admis. L'un des otages serait en état de détresse nutritionnelle. En effet, ils sont apparus très amaigris et affaiblis au moment de leur libération où ils ont été présentés à la télévision par le Hamas. Le comité international de la Croix-Rouge s'est d'ailleurs dit de plus en plus inquiet des conditions dans lesquelles se déroulent les opérations et a appelé à veiller à ce que les prochains transferts se déroulent de manière digne et privée. L'instance a demandé à avoir accès aux otages israéliens avant leur libération. De son côté, le Hamas a annoncé ce lundi reporter, je cite, jusqu'à nouvel ordre, le prochain échange d'otages avec Israël. La prochaine libération d'otages israéliens détenus dans la bande de Gaza était prévue pour ce samedi 15 février en échange de prisonniers palestiniens. Deuxième actu, Emmanuel Macron a appelé les pays de l'Union européenne à être prêts à réagir face aux taxes que le président américain Donald Trump souhaite mettre en place sur les importations. Dans une interview diffusée ce dimanche sur la chaîne américaine CNN, le président français a aussi affirmé que le premier problème des États-Unis était la Chine et qu'il est dans l'intérêt des États-Unis de ne pas s'en prendre à l'Europe. En fait, Donald Trump a annoncé ce dimanche son intention de taxer à 25% les importations d'aluminium et d'acier qui arrivent aux États-Unis et ce, dès ce lundi. De son côté, l'Union européenne a affirmé qu'elle n'avait reçu aucune notification de nouveaux droits de douane de la part des États-Unis. Elle a malgré tout indiqué son intention de réagir en cas de mise en place, je cite, de mesures injustifiées. À noter que 25% des exportations européennes d'acier sont à destination des États-Unis, selon le cabinet Roland Berger. En 2018, lors de son premier mandat, Donald Trump avait aussi mis en place une augmentation des droits de douane sur l'acier et l'aluminium pour protéger l'industrie américaine. Face à ça, l'UE avait elle aussi mis en place une augmentation des droits de douane. Troisième actu, Donald Trump a déclaré lors d'un entretien avec le journal américain le New York Post ce dimanche avoir appelé le président russe Vladimir Poutine pour négocier la fin de la guerre en Ukraine. Il a réaffirmé avoir un plan pour, je cite, mettre fin rapidement à l'invasion russe, mais sans donner plus de détails. Ce plan pourrait être révélé cette semaine. À noter que le vice-président des États-Unis doit rencontrer en fin de semaine Volodymyr Zelensky à Munich, en Allemagne. Les États-Unis espèrent conclure un accord de 500 millions de dollars avec le président ukrainien pour accéder aux ressources en terres rares et au gaz ukrainien en échange de garanties de sécurité dans le cadre d'un éventuel accord de paix. On suivra ça. Quatrième actu, une nouvelle motion de censure déposée par la France Insoumise contre le gouvernement de François Bayrou a été rejetée ce lundi. Il s'agit de la 3e motion de censure à laquelle il faisait face en l'espace d'une semaine et de la 4e depuis la mise en place de son gouvernement en décembre. Cette motion de censure, elle avait donc été déposée par la France Insoumise suite à l'utilisation par le gouvernement du 49.3 sur la partie recettes du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour le budget de 2025. L'article 49.3 de la Constitution, donc la norme
suprême en France, permet au gouvernement de faire passer une réforme sans le vote des députés de l'Assemblée. Et pour qu'une motion de censure soit adoptée, il faut que la majorité absolue des députés vote en sa faveur, soit au moins 289 députés. Si elle est validée, le gouvernement doit démissionner, ce qui n'a donc pas été le cas ce lundi. Dans la foulée, François Bayrou a utilisé à nouveau l'article 49.3, cette fois-ci sur la partie dépenses du budget de la sécurité sociale. Cinquième actu, une collégienne de 11 ans, Louise, a été retrouvée morte ce samedi dans un bois en Essonne après avoir disparu dans l'après-midi de vendredi. L'autopsie a révélé qu'elle avait de nombreuses plaies après des coups avec un objet tranchant, un couteau, selon France Info. Le procureur a précisé que l'autopsie n'avait pas permis de détecter de violences sexuelles sur la jeune fille. La battue faite dimanche soir dans le bois n'a pas permis de retrouver l'arme du crime. Une enquête a été ouverte pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans et ce lundi, une femme de 55 ans et un homme de 23 ans ont été placés en garde à vue. Selon BFM TV, il s'agit d'une mère et de son fils. Et enfin, dernière actu, Hong Kong, cette région administrative spéciale de la Chine, va bannir les cigarettes électroniques de ses espaces publics courant 2026. C'est ce qu'ont indiqué les autorités locales ce dimanche. Concrètement, une fois l'interdiction mise en place, il sera interdit d'utiliser, mais aussi de posséder une cigarette électronique en extérieur. L'objectif pour Hong Kong, c'est de protéger la santé des plus jeunes. La région avait déjà interdit la vente, l'importation et la fabrication des cigarettes électroniques il y a 3 ans. Merci Léa pour ces actualités en bref. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.